Julien Devorex, bienvenue sur Limite. Merci à toi, ravi d'être là, Vincent. Écoute, ça a fait plaisir de te voir parce que d'habitude je t'écoute. Ah oui, toi et moi on fait un petit peu le même métier. Un petit peu. On parle de choses qui sont parfois très dérangeantes puisque tu es le créateur, le fondateur du podcast Sismic. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti quelque chose. Et franchement, ça veut tout dire, hein. Le monde change et on n'y comprend rien. Et je te jure que je découvre effectivement, parallèlement à la création de ce podcast, qu'au début je me dis ah purée, ça y est, j'ai compris le monde. Et au fur et à mesure je rencontre des gens, tout comme toi par exemple, que je me dis mais merde, mais j'y connais, mais j'y comprends rien. Je suis vraiment qu'au début de la compréhension du système. Mais avant, pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Alors Julien, 42 ans bientôt, donc ça fait 5 ans que je fais Sismic. Avant ça, j'ai eu un parcours professionnel qui m'a emmené à travailler à Paris, un peu au Brésil, à Hong Kong. J'ai bossé dans une école de commerce, après j'ai travaillé dans l'industrie du luxe pendant 15 ans sur les problématiques de marketing, de digital et de prospective, notamment pour essayer de comprendre comment la révolution, ce qu'on appelle la révolution numérique, était en train de changer le monde et en train de changer les entreprises. Voilà, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je tombe sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Il y a à peu près, je pense que c'est passé en 2014, quand je vivais à Hong Kong. Et bon, j'ai eu une prise de conscience du fait que en fait, j'y comprenais rien. Tu vois, que peut-être que le monde ne fonctionnait pas exactement comme je le pensais, que peut-être cette démarche de prospective qui me nourrissait au quotidien, qui était très technologique à l'époque, très business, n'était pas tout. Et voilà, ça m'a emmené sur une bifurcation, comme j'aime à dire, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un podcast et c'est mon métier. Et puis voilà, et après je suis père de 2 petites filles, de 3 ans et 6 ans. Voilà, je fais plein de trucs. Cette conversation promet d'être profonde parce que tu as rencontré beaucoup d'experts et donc forcément tu as un tableau qui est assez complet. Mais avant ça, n'oubliez pas de réduire la qualité de cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Passez à 480p, mettez le mode automatique, mettez même en dessous si jamais vous voulez. Nos podcasts sont disponibles aussi, je vous le rappelle, sur Spotify, Deezer, la totale. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, et commenter cette vidéo tout au long, bien sûr. Ça nous aide pour le référencement, voilà. Big up à l'algorithme de YouTube. Julien, est-ce que ce moment, en fait, c'était que tu avais une vision du monde qui était basée un petit peu sur SpaceX, comme tu le décris ici, genre la vision d'un monde qui va aller vers Mars naturellement, émerveillé par les prouesses technologiques? Ouais, en fait, je ne me posais pas forcément toutes ces questions-là. C'est-à-dire que j'étais. Dans l'époque aussi, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un flux qu'on appelle la rat race. Enfin, tu fais ton boulot au quotidien sans te poser trop de questions. Tu es dans la planification assez classique, le modèle classique dans lequel on est en fait depuis maintenant quelques générations, qui est un modèle de croissance, qui est un modèle qui met en avant une certaine forme de réussite. Donc ton modèle de réussite, c'est avoir un bon boulot, c'est être promu, c'est gagner de plus en plus d'argent, c'est pourquoi pas aller vivre à l'étranger parce que c'est cool. Et j'étais plutôt épanoui là-dedans finalement, et ça marchait très bien, tu vois. Je cochais un petit peu toutes les cases. Donc à Hong Kong, voilà, je raconte ça un peu dans le bouquin au début, même si c'est pas du tout autobiographique, mais c'était au 50e étage de ta tour, à prendre ton café avec vue sur le truc de Hong Kong, et puis tu t'y crois un peu, quoi. Tu vois, t'as le côté, tu voyages pour aller, tu fais une conférence à Tokyo, et puis après tu vas à Shanghai. Enfin, t'as un côté vraiment, tu coches la case du modèle de réussite tel Tu viens de décrire un film américain. Exactement. Et donc c'est très grisant, parce que finalement c'est très intense aussi, parce que tu travailles beaucoup. En plus, quand tu es dans un truc comme ça, tu as très peu de vacances. Donc c'est un peu le truc qui était très à la mode il y a quelques années, qui est encore pour beaucoup de gens, c'est play hard, work hard. Voilà. Donc c'est presque un cliché même de parler. C'est une chanson d'ailleurs, figure-toi. Voilà. Et on en est, donc j'étais un peu élevé, comme tout le monde si tu veux, dans ce modèle-là de réussite. Et puis par contre, j'avais une particularité, c'était mon travail, effectivement, m'amener à sortir un petit peu la tête du guidon, à prendre de la hauteur de vue, parce que je devais digérer des cahiers de tendance, des rapports qui nous disent ok, où va le monde dans 5, 10 ans, 20 ans, le World Economic Forum, tous ces trucs-là, avec un angle très technologique, puisqu'on était, faut se souvenir du contexte, mais donc moi j'ai travaillé depuis 2005-2006 dans le numérique. Et c'était un sujet extrêmement important, parce que c'était une première bascule, notamment pour les entreprises, et puis même pour la société en général. Avec l'arrivée d'Internet, puis surtout du smartphone et des réseaux sociaux, il y a quand même un monde qui a basculé, qui a changé. Qui a accéléré. Ça s'est accéléré, ça a rétréci, on ne consomme plus l'information de la même manière, on ne voyage plus de la même manière,
on date plus de la même manière. Enfin, d'ailleurs, le dating n'existait même pas en Europe. C'est le doigt aujourd'hui qui date maintenant, Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Pareil, j'ai pas connu ça directement, mais je vois très bien. Et donc, c'était déjà enfin, moi, au départ, je me disais, il y a quelque chose de fou qui est en train de se passer, c'est fascinant. C'est génial par certains côtés, tu vois, tout le côté positif. Donc tu parlais de SpaceX, on n'en était pas encore là, mais toutes ces promesses on va vers un monde meilleur, il y a plein de choses qui vont s'améliorer, regarde ce que permet la croissance égale le progrès. Donc on est encore beaucoup là-dedans, mais je me posais finalement pas trop de questions. Et en fait, c'est plutôt par accident que j'ai commencé, et aussi parce que je suis quelqu'un de plutôt curieux. Ouais. Et c'était quoi l'accident, tiens? C'est à force en fait d'avoir du temps pour me renseigner, pour lire sur ces cahiers de tendance, tu vois, faire un peu de prospective. Parce que, encore une fois, je n'étais pas dans l'opérationnel du business, donc tu dois digérer, puis après tu dois restituer ça au boss de ta boîte qui n'a pas le temps de regarder ça, et tu lui expliquer comment Internet est en train de changer le monde et comment on va être mangé ou pas, quoi. À force, tu tombes sur d'autres choses. Et tu crées des connexions avec d'autres sujets. Et puis, tu tombes par hasard sur des contenus, ce qu'on appelle serendipity, enfin, tu vois, le hasard. Et puis, tu commences à tomber sur... je me souviens notamment d'un documentaire sur le pic pétrole, tu vois, la fin du pétrole, qui datait de 2007-2008, puisque c'était déjà à la mode à cette époque-là, avant qu'en fait, on enterre un petit peu tout ça avec le gaz de schiste, qui fait que... Il y en a dont on s'est bien foutu d'eux. Vous pensiez que le pétrole était fini, regardez, les néo-malthusiens, etc. Vous êtes tous négatifs. Et puis j'ai tiré un peu ces fils-là, et puis je suis tombé sur l'énergie, puis je suis tombé sur le climat, et puis je suis tombé sur tout un tas d'autres choses qui m'ont d'abord fait dire que, en fait, j'y comprenais rien. Donc je suis resté là-dessus. Donc c'était vraiment cette prise de conscience. Mais en fait, il y a tout ça. J'ai des énormes œillères. Je comprends pas ce qui est en train de se jouer. On me demande d'imaginer l'avenir, et je vois tout ce truc qui est masse, qui est que du positif, de l'usine spatiale, etc. Et puis il y a ce truc à côté quand même qui est hyper inquiétant, qui n'est pas du tout la même histoire qu'on nous raconte. Qu'est-ce que c'est? Et ça m'a titillé à tel point que j'ai quitté mon travail donc en 2014, démissionné. Ma femme a fait pareil, et on a pris 1 an pour ouvrir tous ces sujets-là. Je suis vraiment parti en me disant, ok, c'est un peu aussi la crise de la quarantaine avant l'âge. J'avais 35 ans, tu sais pas trop ce que tu fais là-dedans. Et donc je suis parti, j'ai enquêté, et puis à force d'enquêter, j'ai vraiment ouvert tous les sujets, et ça fait 8 ans que je fais ça, et maintenant j'essaie de condenser tout ça, et le Sismic était le prolongement de ça, c'était un raccourci pour moi. C'était va parler à des gens qui connaissent mieux que toi, qui vont te raconter ce qu'ils voient, et en le faisant avec ma manière de faire, ça a été de rester le plus ouvert possible, le plus neutre possible, en me disant ok, je comprends pas, je veux mettre les lunettes des autres. C'est pour ça que je pose toujours en début d'épisode comment tu regardes le monde, quelles sont les lunettes que tu portes. Et j'ai pris les lunettes des économistes, qui chacun voit le monde à travers le prisme, leur éducation, à travers ce qu'ils ont appris. Et donc ça te permet effectivement d'avoir un éventail de points de vue et d'avoir du coup ce livre. Alors justement, le monde change et on n'y comprend rien, c'est vrai que les choses vont très vite. De plus en plus vite, on est très vite largué, les métiers deviennent de plus en plus obsolètes et dans tous les sens. Pourquoi justement on n'y comprend rien? Est-ce qu'on y a compris quelque chose en fait? Je veux dire, si tu prends l'époque peut-être de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, est-ce qu'eux-mêmes comprenaient le monde dans lequel ils étaient? Aujourd'hui, il y a vraiment un point de rupture où tout est devenu ultra complexe. C'est une bonne question parce que effectivement, pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Tu peux te dire que quelqu'un qui vit dans son village, au fin fond de son pays, quel qu'il soit, avec très très peu d'accès à l'information, pré-internet ou pré-même les médias modernes, finalement ne voit rien du monde et comprend rien à ce qui se passe. Il a une connaissance du monde pratique souvent. Il ou elle va, ouvrier, agriculteur, tu connais un métier, tu connais la nature, selon où tu vis, tu connais tes voisins, tu as une connaissance un peu pratique du monde. Aujourd'hui, paradoxalement, on peut se dire, on a accès à une information hallucinante sur le monde en temps réel, donc collectivement en tout cas, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, on comprend beaucoup mieux le monde. Et même en tant qu'individu, pour peu qu'on soit un peu curieux, avant ça mettait des heures à aller chercher l'information, tu vois, on posait une question à un dîner, il fallait que tu ailles à la bibliothèque pour chercher l'info et t'en parlais une semaine après. Voilà, aujourd'hui tu l'as tout de suite. Sauf que on arrive à un moment donné où non seulement le monde s'est complexifié énormément, c'est-à-dire que finalement il y avait
la réalité du monde était complexe, puisque la nature est complexe d'une manière générale, mais la société humaine était quand même relativement simple par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a étendu, on a fait ce qu'on appelle la mondialisation, on a accéléré le rythme d'innovation, on a construit un nombre de connexions de dingue avec Internet, mais aussi avec les réseaux de logistique, avec enfin, voilà, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ça vient de l'autre bout du monde. Notre outil de base qu'on utilise aujourd'hui, là où quelqu'un pouvait limite fabriquer son outil il n'y a pas si longtemps, ou réparer sa propre voiture, tu vois, quand tu étais en panne, tu faisais son truc. Aujourd'hui, quelqu'un qui ouvre sa voiture, qui ouvre le capot de sa voiture, il bluffe totalement. Enfin, même le garagiste a besoin de faire appel au constructeur. C'est trop compliqué, c'est trop électronique. Tu as tout un tas de choses. Notre outil principal, qui est le smartphone, personne ne sait comment ça fonctionne. Même celui qui le fabrique, il n'y a pas une personne qui sait te dire exactement comment le truc va fonctionner, quoi. Et donc, tu as cette espèce de complexification du monde qui nous entoure, d'accélération du monde, des tendances dont je parle, qui sont l'accélération, la déconnexion de plein de choses, on pourra y revenir, qui font qu'on est un petit peu démuni par rapport à tout ce qui se passe. On subit le truc, quoi. Tu subis le truc, mais tu as aussi une surabondance d'informations. Tu as plein de choses, en fait, dont je parle, qui font qu'on n'y comprend rien. Tu as d'abord le fait que, comme tu l'as dit, finalement, en tant qu'individu, on est de toute façon incapable de comprendre comment fonctionne le monde ensemble, parce qu'on ne regarde les choses qu'avec un angle de vue particulier qui est notre propre angle de vue. On a nos caméras qui sont là, qui sont toujours en angle subjectif. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte déjà souvent, qui est que quand on se fait une opinion sur un sujet quel qu'il soit, on se la fait à partir d'une part des lunettes que l'on porte, c'est-à-dire notre histoire personnelle, avec tous les biais qui nous constituent. Voilà, moi je suis un homme blanc qui utilise le français pour construire mon imaginaire, etc. Déjà, tu vois, ça réduit complètement ton monde, en fait. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui viennent filtrer, en fait, le réel. Tu as ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui est que non seulement tu vois l'information qui te rend et qui rentre dans ton cerveau est partielle, mais en plus tu vas la trier, ce qu'on appelle l'heuristique. Le cerveau, pour simplifier les choses, pour fonctionner, est obligé de tout simplifier. Donc tu ne vas retenir que certaines informations, tu vas notamment retenir les informations avec lesquelles tu es déjà d'accord, ça c'est le biais de confirmation. Il y a plus de 200 biais comme ça qui font que on ne voit pas le réel et on ne pense pas le réel et on ne pense pas le monde tel qu'il est. Donc ça, c'est la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que quand on se construit une opinion sur quelque chose, elle est forcément partielle et elle n'est pas vraie, en fait. On n'a pas raison, on n'a jamais totalement raison parce qu'on ne voit pas tout. Et en plus, par rapport à ça, on est dans une époque d'une grande confusion, puisque tu as les réseaux sociaux qui nous créent les bulles d'information. Donc, pour peu qu'on sache comment ça fonctionne, mais d'ailleurs souvent on ne le sait pas. Quand on a son fil d'information, on a que certaines informations qui arrivent à nous qui sont filtrées. Et souvent dans le sens pour nous faire cliquer, pour nous faire rester, pour attirer notre attention. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et puis on a la manipulation, une couche de manipulation par-dessus ça. Donc ça, c'est les affaires Cambridge Analytica, avec le Brexit, avec l'élection de Trump, qui fait qu'on va nous manipuler dans un certain sens. Donc, ce titre-là, de dire que en fait, le monde change et on n'y comprend rien, c'est pour poser les choses, pour se dire, mais ok, calmons-nous. D'une part, le monde va trop vite et il y a trop d'informations, et d'autre part, de toute façon, on ne voit qu'une toute petite partie du monde. Donc, pour rentrer dans la connaissance, pour nous construire des opinions, faisons-le avec humilité. Et avec une certaine manière qui est de remettre le doute au centre, qui est de remettre l'écoute au centre, qui est de remettre la prise de recul, qui essaie de croiser les sujets entre eux. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi. Tu vois, j'adore recevoir des gens avec qui je ne suis pas d'accord. J'adore parler à quelqu'un qui me dit X et puis l'autre personne va me dire Y, et les deux sont intelligents, informés, mais ils fonctionnent avec leur prisme aussi. Ils ont chacun leur prisme. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu les reçois et que... Parce que j'imagine que c'est toutes des données que tu as emmagasinées pour la réalisation de ce livre, mais est-ce que parfois ils se disent « Ah merci, j'ai appris un truc » ou alors généralement ils continuent à se rediriger vers leur schéma de pensée? Moi, l'approche que j'ai là-dedans, c'est que je ne débat pas. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de poser mon point de vue à l'autre personne. C'est une situation assez confortable. Je veux dire, je suis là pour explique-moi comment tu penses. Montre-moi quelles sont tes lunettes. Et en général, c'est mieux quand tu les connais, quand tu sais que tu es biaisé et que tu es capable d'expliquer quels sont tes biais, d'expliquer pourquoi tu penses ce que tu penses. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sinon, c'est une discussion qui est assez vite fermée, en fin de compte. Tu as quelqu'un qui a un point de vue et tu ne vas pas pouvoir le faire en bouger. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un va te dire « je pense ça », je crois je sais pas, que la croissance que parler de décroissance c'est une aberration parce que
Très bien, Voilà. bon exemple, puisque ça arrive Bon souvent. exemple, tu vois, donc tu as des gens qui vont dire. Parce que, typiquement, c'est un bon exemple. Tu vois, quelqu'un qui va te parler de décroissance, quand tu creuses un peu, tu vois, on en connaît tous plusieurs, va te dire, en fait, si on ne décroît pas, on va dans le mur parce qu'il y a des limites planétaires, parce qu'il y a un lien entre la croissance et l'économie et l'énergie, et que donc on atteint plusieurs murs, etc. Donc il faut absolument, soit on va vers la récession, soit on prépare ça, et ça s'appelle la décroissance, et ça se passera mieux. Ok. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le raisonnement derrière, quel est le postulat de départ. Le postulat de départ, c'est qu'il y a effectivement un lien entre la croissance, l'économie, l'écologie. Okay. Et ce postulat, tu peux le déplier si tu veux aller le chercher, dire pourquoi tu dis ça, pourquoi tu crois ça. Ah, il y a des études qui montrent que, et puis regarde empiriquement, on a bien vu que, etc., etc. Et puis tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui va dire, ah oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi un lien entre décroissance-récession et la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, déjà, on n'a jamais réussi à planifier une décroissance, ça ne s'est jamais vu, donc empiriquement, on parle de quoi? Et puis d'autre part, à chaque fois qu'un pays a été en récession, ça se passe mal. Donc, on ne veut surtout pas ça, parce que ça veut dire la guerre. Donc, de mon point de vue, il faut à tout prix éviter la guerre, et puis en plus, le lien entre l'écologie et l'économie, c'est discutable. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quand tu vois vraiment pourquoi les gens ne sont pas d'accord entre eux, et souvent, tu te rends compte que c'est parce qu'ils n'ont pas la même croyance de départ, ou la même connaissance nécessaire de départ. Et voilà, souvent, ça devient très vite stérile en fait, quand tu fais débattre de personnes, parce que tu n'arrives pas à les faire parler c'est comme par exemple quelqu'un de droite et de gauche, je veux dire, moi je crois que la liberté, si je suis à droite, je caricature, mais je crois que la liberté est fondamentale, c'est vraiment la liberté individuelle, c'est la valeur fondamentale. Quelqu'un de gauche va te dire, moi je pense que c'est l'égalité qui est fondamentale, qui est au-dessus de la liberté. Et là, tu vois là où ça coince. Après, tu as d'autres couches évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien poser des questions pour savoir de quoi on parle. Et pour ça, l'écoute est fondamentale. Et c'est aussi pour ça qu'on a un problème aujourd'hui, parce que structurellement, c'est très compliqué de s'écouter. Mais c'est ça, en fait, on a l'impression que tout est forgé autour du clic, du like, du commentaire, du partage, du buzz sur les réseaux, du buzz dans la presse et partout. Et que plus tu simplifies ton message, donc plus tu es noir ou blanc, chaud ou froid, pour ou contre, plus ça facilite la compréhension subjective du public, enfin la compréhension subjective, je veux dire par là, que plus ça permet au public de se positionner facilement et donc du coup d'avoir son cerveau le plus longtemps possible. Lorsque tu parlais de l'économie de l'attention par exemple. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir non seulement d'où ça vient, ça, et ce que ça crée. Donc, moi, le choix que je fais en commençant justement, en posant ce postulat, c'est de dire, ok, on va se calmer, ce que vous allez trouver dans la suite du bouquin, ce n'est pas la vérité. Ça n'est qu'un point de vue sur le monde, mais déjà rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous abordez ces sujets-là, voilà, il faut prendre du recul, il faut se détendre. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est d'essayer de regarder malgré tout quelles sont les structures qui nous conditionnent. Et une de ces structures, on pourra y revenir, c'est pour ça que je parle aussi du jeu, en fait, quelles sont les structures, les règles du jeu. Une de ces structures qui conditionne aujourd'hui le débat public, qui conditionne la vie politique, qui conditionne nos opinions, à tous et à chacun, et notre capacité à écouter l'autre ou pas, c'est la technologie, et c'est les médias, pour revenir sur ce truc-là. Et si on ne comprend pas, par exemple, comment fonctionne un algorithme de Facebook, comment fonctionne l'algorithme de TikTok, comment fonctionne cette économie de l'attention, on passe à côté de quelque chose pour expliquer pourquoi, en fait, on se gueule dessus tout le temps. Et pourquoi on n'arrive pas à convaincre les gens sur le climat, et pourquoi on n'arrive pas à changer nos comportements, etc. Parce que, et ça, on n'a pas le temps de le faire ici, mais parce que tout est optimisé pour... C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé sur nos biais cognitifs. Quelqu'un comme Mark Zuckerberg a fait des études de psychologie. Le fondateur d'Instagram a fait des études de psychologie avec le gars qui avait fondé justement la psychologie à la fin des années 90 pour identifier comment manipulation de masse, la technologie. Voilà. Après, donc c'est des gars qui savent exactement ce qu'ils font, qui se sont dit, en plus je sais coder, tiens, je vais pouvoir aller créer des algos qui vont faire en sorte que les gens vont liker, vont rester avec moi sur la plateforme, et je vais pouvoir vendre cette attention. Et l'alimenter gratuitement. Et comment ça marche? Il se trouve qu'ils ont bien compris qu'il y avait des choses qui marchaient mieux que d'autres. Donc je te diffuse des contenus que tu aimes déjà. Je te diffuse des contenus avec lesquels tu es déjà d'accord. Je te diffuse des contenus un peu chocs, pour que ça me dérange quand même et tout, que c'est un peu révoltant, tu vois, ça me met en colère parce que tu vas jouer sur les émotions. Et donc tu vas les partager, donc tu vas rester. Et je ne vais pas forcément te faire diffuser des contenus qui vont t'enrichir, te faire grandir, te faire réfléchir, parce que ça me rapportera moins d'argent.
Et on est aujourd'hui dans ce monde-là où chacun, non seulement il y a ces réseaux qui fonctionnent de cette manière, et aussi chacun a son écran. Et les écrans et les logiciels ont été aussi conçus. Le swap, tu vois, le swap c'est le casino. Hein. Tous ces trucs-là, la petite roue qui tourne. La petite roue qui tourne, ça a été inspiré de la machine à sous, avec les trucs qui tournent, c'est voulu. Tu vois, le geste de swapper, c'est le geste de, pareil, je vais répéter. Donc, tout ça, ça joue sur nos cerveaux. Et ça crée la société qu'on a. Les médias, pareil, tu vas regarder pourquoi les médias deviennent de plus en plus cons et qu'on a de plus en plus de gens sur les plateaux qui s'engueulent et qui viennent et qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Parce que en fait, ça nous amuse, parce que ça nous fait rester, parce que, voilà, on revient toujours sur la structure de l'audience. Et tu as par exemple de plus en plus de gens qui vont te dire, notamment les gens qui connaissent très bien les réseaux sociaux, tant qu'on ne résout pas cette problématique des écrans, des réseaux sociaux, etc., on ne résoudra pas nos problèmes de fonctionnement démocratique. Parce que pour avoir une démocratie qui fonctionne, il faut qu'il y ait une écoute, du dialogue, une forme de consensus sur ce qui est en train de se passer, etc. etc. Mais il y a d'autres, en fait, il y a plein d'autres structures à aller regarder. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que forcément, ça nous amène à imaginer le monde qui se transforme en bien ou mal. Et bien sûr, ceux dans le camp du bien sont persuadés que les autres, c'est le mal, et vice-versa. Mais c'est vrai que c'est dangereux dans un monde qui se contracte, qui se transforme, parce que tu en parles de tout ça, hein, on va y arriver. Dans un monde où les ressources se raréfient, de nouveau, d'un certain point de vue, et d'un point de vue qui est quantifié, avoir autant de clivage alors que les ressources se raréfient, c'est très dangereux comme situation. C'est un des... Comment dire, je pense à Noam Chomsky que j'avais demandé, tu vois, c'est quoi les 3 enjeux du siècle. Donc, Noam Chomsky, un des plus grands penseurs du XXe siècle, linguiste éminent, mais pas que. Et il te dit, en gros, tu as la crise écologique et climatique, tu as les risques de retour de guerre nucléaire qui reste, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Et puis tu as la perte de notre capacité à raisonner collectivement, en gros. Donc, c'est-à-dire que tu as des enjeux sur lesquels on reviendra, qui sont systémiques, qui sont liés à moi ce que j'appelle un peu le terrain de jeu. C'est à ça que je voulais arriver tout doucement. Et qui sont là en train de c'est dans se déformer. Livre, la notion du jeu. Voilà. J'expliquerai pourquoi après. Et puis en même temps, donc tu as des enjeux qui sont planétaires pour la première fois, civilisationnels, puisque maintenant on est sur une civilisation mondiale. Il y a eu d'autres enjeux civilisationnels, mais qui étaient réduits finalement, géographiquement, qui touchaient moins de gens, là ça touche tout le monde, où on se pose la question de savoir si la civilisation pourra continuer, voire même, certains vont dire jusqu'à l'humanité d'ici quelques dizaines d'années ou centaines d'années. Et en même temps, notre capacité à collectivement raisonner sur ces sujets-là diminue. Parce qu'on se gueule dessus, parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou pas, on est à l'ère de la post-vérité, parce qu'il y en a qui évidemment jouent là-dessus, pour se faire élire, pour nous vendre des trucs. Pour gagner de l'argent, bien sûr. Voilà, on revient, pouvoir-argent, hein, tu reviens sur ces... il y a une hystérie collective dans partout. Et oui, mais elle est organisée, en fait, elle est voulue. C'est-à-dire que, sans parler c'est pas du tout de parler de complot, c'est-à-dire quand je te parlais d'économie d'attention, c'est qu'à un moment donné, la manière de fonctionner de ces choses-là est voulue. Il y a des gens qui se disent « je veux capter ton attention le plus possible ». Aujourd'hui, la capacité d'attention d'un être humain, c'est moins de 8 secondes, c'est moins qu'un poisson rouge. Tu vois, parce qu'on s'est fait hacker nos cerveaux. Et de sortir de ça juste par choix en tant qu'individu en disant « ouais, moi je vais sortir, parce que j'ai compris, c'est bon, je sais, je vais m'en détourner », ça marche pas. Parce que c'est... Ça me fait rebondir. À partir du moment où tu suscites l'ego de plein de gens, forcément, c'est très difficile pour les personnes de se remettre en question. Donc en plus d'avoir ce système de manipulation à travers les algorithmes et les réseaux sociaux, ton autocritique est encore plus menacée et encore plus complexe pour sortir de là. Parce que quand tu parles de ça à des personnes, ils peuvent se dire « ouais, mais moi je tombe pas dans le piège de ces réseaux sociaux ». T'as un combo de plein de choses. T'as la manière dont tu es éduqué, les valeurs avec lesquelles, donc comment fonctionne l'école, l'éducation. Et puis l'éducation maintenant se fait aussi par les contenus que tu vas consommer. Donc la culture à laquelle tu veux adhérer. La culture à laquelle tu adhères va définir les valeurs que tu te donnes à toi-même, justement pour définir ce qu'est la réussite ou pas. Je veux réussir dans la vie, ça veut dire quoi réussir? Argent, pouvoir, etc. On est dans cette culture-là, on pourra y revenir aussi. Tu as aussi le statut social, c'est quoi le statut social? Tu as aussi tout un tas de choses, les rapports humains, comment je traite l'autre, comment je traite les hommes, les femmes, les gens qui sont différents de moi. Et puis, donc cette culture-là, comment elle est entretenue?
Comment elle est entretenue? Par les médias, qui eux-mêmes dépendent de la structure technologique, etc., etc., etc. Tout ça, c'est lié, ça crée le système politique, ça crée le système... Enfin, t'arrives à... Finalement, tu retombes sur cette civilisation qui va déterminer tes choix, au final, qui va déterminer tes possibles, qui va déterminer ce que tu penses ou non, et ce que tu veux ou non. Et donc, tu es contraint, en fait. T'es pas, pareil, le thème de la liberté individuelle et du choix de l'individu en tant que pleinement libre de choisir ce qu'il veut faire et ce qu'il veut être est hyper intéressant parce que tu te rends compte que c'est pas du tout si simple que ça. Oui, surtout à l'échelle mondiale, une personne qui vit à Djibouti n'a pas du tout la même portée. C'est pour ça que même quelqu'un même quand on prend conscience de ces enjeux-là, et que les injonctions, si tu veux, qu'on donne aux individus, en leur disant c'est toi qui es responsable, tu dois changer, tu dois te comporter de telle ou telle manière, c'est évidemment bien plus complexe que ça, parce que tu es sur un système dans son ensemble. Déjà, c'est plus complexe quand on parle d'un individu, parce qu'on voit qu'on est tous pris. Tu as des trucs pratiques, on dit que je ne dois plus prendre la voiture, j'habite à 50 km de mon travail, il n'y a pas de transport. Bon, okay. Il y a des réalités. On dit, il y a plein de réalités matérielles, économiques, infrastructurelles, etc., et cognitives. Et puis d'autre part, même une fois que tu as dit ça, de toute façon, c'est une échelle qui est bien plus grande que celle des individus. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de la capacité à faire société. La capacité, on parle de la démocratie, le fonctionnement d'une démocratie, ça passe par la capacité à débattre, à s'entendre et à s'accorder au moins sur une vision du réel, même si elle est toujours en partie inventée, s'accorder sur un fait. Et aujourd'hui, tu vois qu'on n'arrive même pas à s'accorder sur ce qui se passe. Tu prends l'exemple du climat, on en est encore à se dire, on voit des faits, on voit une canicule, on dit ça arrive pas, ok, on est d'accord sur le fait que ça arrive, il fait chaud quand même, on le voit. Pourquoi ça arrive? On n'est plus d'accord. Alors après, de parler en plus de ce qu'il faudrait faire pour que ça n'arrive plus, c'est encore un autre niveau, tu vois. Ah oui, parler concrètement de ce qui est nécessaire crée beaucoup de réactance et ralentit beaucoup de personnes. Dans tout le livre, on capte que tu parles souvent d'un jeu, comme si en fait on était dans une grosse cour de récré, qu'on jouait. Alors c'est drôle parce que moi j'ai toujours un peu cette sensation en creusant aussi ces sujets, de me dire tiens, l'humanité, on est des adolescents. Et que peut-être qu'à un moment donné, on atteindra l'âge de la sagesse, quoique je connais des adultes qui ne sont pas du tout sages. Explique-moi un petit peu cette notion de jeu. C'est un jeu inconscient, conscient, un jeu collectif C'est tout ça. Ok, voilà. Tu peux tirer tous ces fils-là, c'est pour ça que je suis parti sur cette métaphore. En fait, j'ai mis du temps à trouver comment j'allais rassembler tous les morceaux du puzzle, parce que je voulais parler justement de cognition, d'économie, C'est drôle que tu parles de fil, parce que sur ta cover, tu as une planète Terre, qui est une pelote de laine en fait. Exactement. L'idée est venue à celui qui a créé ça, parce qu'à la fin je dis démêlons la pelote, regardons de quoi c'est fait en fait. Et la question de départ, au bout d'un moment, c'est en repartant de mon doute, une introduction, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On parle de fusée, on parle du fait qu'on va aller sur Mars, c'est cool, puis après on parle de fin du monde. Il y a plein d'informations contradictoires où j'ai été confronté, auxquelles je suis toujours confronté. Et auxquelles plein de gens qui sont en train de regarder par exemple notre vidéo sont confrontés au quotidien. Et puis plein d'informations, des injonctions et des informations. Et donc j'ai voulu repartir de ce doute avec cette question mais à quoi on joue? Qu'est-ce qu'on fait? Et le jeu, ça fonctionne très bien parce que tu peux te l'appliquer à toi en tant qu'individu et à nous tous ensemble. Donc je suis parti, je dis ok, tous les jours en tant qu'individu, par de là, tu fais des choix. Tu te lèves le matin, tu décides ce que tu vas manger, choc à pic, Frosties ou pain ou tartine au beurre, voilà. Café ou thé, tu fais des choix toute la journée. La plupart du temps, ces choix sont plutôt inconscients. Tu les fais machinalement, on a tous des habitudes, etc. Et finalement, tu as très peu de choix conscients, ou en tout cas très peu de choix importants à faire dans la manière dont tu vas jouer ta partie. Voilà. Et puis tu as des gens autour de toi qui jouent leur propre partie de manière subjective. Quand tu es en famille, c'est le jeu de la famille. Quand tu es en société, le jeu de la société, ça fonctionne bien. Et puis tous ensemble, c'est le jeu de la civilisation. Je trouvais ça assez rigolo parce que pour ceux qui sont des gamers, ça fonctionne aussi bien. Tu vois, la civilisation, c'est un jeu vidéo et puis tu joues, tu construis et puis tu essaies de faire grandir l'homme avec des nouveaux outils, etc. Donc c'est une manière aussi de raconter l'histoire de l'humanité. Une histoire moderne, entre guillemets. Et on est amené, individuellement et collectivement, à développer des stratégies de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on choisit qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Qu'est-ce qui est interdit de faire? Comment on définit le score du jeu? Voilà. Aujourd'hui, le score du jeu, par exemple, c'est d'avoir le plus de zéros sur son compte en banque. Tu vois, là j'ai gagné au jeu, je suis milliardaire, waouh, j'ai note 0, c'est super.
ou d'avoir le plus d'amis sur les réseaux sociaux, le plus de likes. Tu vois, c'est une autre manière de jouer le jeu. Donc il y a des espèces de métriques comme ça. Quand on est un pays, c'est le PIB. Voilà, le taux de développement. Enfin, il y a plein de manières de métriques. On va dire, ce pays, il est le meilleur joueur. Il a gagné au jeu des nations. Et en vrai, on fait ça. On compare. On classe les pays sur tout un tas de critères. Et en fait, ces choix-là, on les fait par rapport à notre compréhension des règles du jeu. Et parfois, on n'est pas d'accord sur ce à quoi on est en train de jouer. Et notre imaginaire, un peu, de ces règles du jeu. Ça fait partie. C'est-à-dire que l'imaginaire fait partie de... C'est comment on imagine qu'est le jeu. J'imagine que le PIB, c'est un truc important parce qu'il y a plein de choses qui montrent que c'est important. Parce que ça permet de construire des routes, parce que ça permet de faire des trucs comme ça, quoi. Mais j'imagine que je me crée cet imaginaire que, pour moi, d'avoir le plus de likes possible, c'est un truc hyper important parce que le statut, c'est hyper important parce que dans la cour de récré, quand même, on va un peu plus me respecter, etc. Ça a un impact sur ta réalité. C'est ça, c'est que tu t'es mis comme règle du jeu de faire ça. Et puis à un moment donné, tu mûris ou tu fais autre chose, et tu dis, en fait, c'est pas si important que ça. En fait, ce qui est important, c'est de passer du temps avec mes enfants. C'est ça mon jeu, c'est ça qui compte vraiment, quoi. C'est un peu ce qu'on va appeler quête de sens ou recherche d'un... La quête de sens, c'est une redéfinition de tes perceptions des règles du jeu et du coup une redéfinition de ta stratégie. Comment maintenant je vais vivre ? Je change de stratégie, je vais plus aller au boulot 12 heures par jour. C'est pas bien, ça m'amène pas à un bon résultat, je revois mes objectifs. Tu fais ça en tant qu'individu. Et donc j'ai interrogé, je me suis dit, ok, est-ce que on sait à quoi on joue en fait ? Et quelles sont ces règles ? C'est quoi ce jeu de la civilisation ? Qu'est-ce qu'il constitue ? Et en fait, tu te rends compte qu'il est constitué d'un tas de choses. Et j'ai commencé par décrire, t'as certaines de ces règles qui sont établies, préétablies, qui existaient avant nous, par exemple les lois de la physique. Donc quand tu parles de la physique, du fonctionnement des lois dures qui nous dépassent, tu dis, en fait, on est sur une planète où il se trouve que une des règles, c'est quand je lâche le verre, il tombe. Et puis il va tomber à telle vitesse, et ça se calcule. Et puis c'est super pratique parce que c'est à peu près toujours les mêmes règles. Donc on peut tout construire autour de cette règle-là. Donc on a des règles super établies, qui sont très très stables, qui ne bougent pas, qui sont même peut-être les mêmes au niveau de l'univers, tu vois, qui nous permettent de faire... La physique quantique bouge beaucoup de choses, mais ok. Ouais. C'est une autre perception, on s'est dit, on va aller regarder tout petit. En fait c'est surprenant, c'est pas les mêmes règles quand on regarde au niveau atomique. Surprenant. Il y a d'autres règles qu'on essaie de comprendre, avec des règles plus basées sur la probabilité, etc. Et qu'on arrive à comprendre, et on fait des trucs qui marchent. Basés sur la physique quantique aussi, tout à fait. Sur les satellites, etc. Il y a du quantique dedans. Et donc on essaie de trouver, la science c'est ça, c'est collectivement, on va essayer de se réunir pour dire quelles sont ces règles. Et puis on a une compréhension à un moment T, et puis ça évolue, parce qu'on se trompe aussi, mais collectivement on trouve des règles qui fonctionnent super bien, qui nous permettent de développer toute la technologie, Internet, tout ça. Et si ça a changé du jour au lendemain, s'il y avait un paramètre qui change, ça s'écroule, tu vois. Et ici dans le bouquin, tu n'as que 4 forces fondamentales dans l'univers qui font que l'univers tient ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est des trucs qui sont... C'est intéressant déjà de poser ça. Et c'est ce que font des gens comme Jean Cole et trucs comme ça, qui disent « Oublions pas qu'il y a un truc qui ne bouge pas, qui s'appelle la physique. Et ne croyons pas qu'en fait, on pourra ne pas les prendre en compte. Et si on ne les prend pas en compte, on se gourre. » Donc il y a même ça, si tu veux, tu as des gens qui ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Un économiste, il va avoir tendance à oublier qu'il y a ça, etc. Parfois. Et puis tu as un autre type de jeu auquel on joue, qui est intéressant à explorer, qui est le jeu du vivant, qui dépend des règles de la physique, mais qui a ses propres règles. En fait, c'est quoi le vivant ? D'ailleurs, c'est hyper intéressant, tu vois, comment ça marche. Et donc tu as 2 règles principales que pour simplifier. Un, ça va être rester en vie, en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Tu vois, donc tu as le reproduction qui va derrière. Et puis tu peux appeler s'épanouir dans son être ou maximiser son jeu pendant qu'on est vivant. Donc pour certains, ça va être se reproduire le plus vite possible. Pour d'autres, ça va être quand même vivre le plus longtemps possible. Et puis quand tu es les êtres un peu plus évolués, ça va être kiffer au soleil. Et puis s'épanouir. Il y a plein de manières de finir ça pour les humains. Et quand on est tous ensemble, la civilisation, pareil, on s'est inventé des trucs. Mais on vient de ça quand même. Après, je pourrais te développer la civilisation, mais parce qu'il y a une manière de regarder différentes couches. Mais c'est-à-dire qu'on dépend toujours, nous, du vivant. Par exemple, un des principes du vivant, c'est la maximisation du rendement énergétique. C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, c'est pas que nous. C'est-à-dire que quand tu vas à un guépard, avant d'aller courir après sa gazelle, de manière instinctive, il fait son calcul. Pour économiser de l'énergie. Il se dit, attends, ça vaut le coup là d'y aller ou pas là ? Ouais. Parce que là, elle est un peu loin, je vais me cramer, je vais être crevé, et en fait, je vais pas pouvoir manger derrière, donc mon rendement énergétique va être nul.
puis voilà, assez près, il y va, ok, c'est bon, j'ai réussi, je reprends mon truc énergétique. Mais en fait, ça, c'est un des principes du vivant qui fait ça partout. C'est le tournesol qui tourne vers le soleil, enfin, tu vois. Et nous, on est pareil, ça s'appelle le métabolisme. Tu as besoin de manger pour rester avec ça. Et on est toujours là-dedans, et c'est intéressant de tirer le trait, de voir qu'en tant que civilisation, le groupe des individus humains, à un moment donné, ont inventé une nouvelle manière de jouer leur jeu, qui est l'agriculture, qui a amené d'autres choses, mais on part toujours de cette recherche de rendement énergétique, de maximisation de sa puissance énergétique. Et tu peux avoir ce prisme de lecture pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, complètement, parce qu'au final, on trouve des sources d'énergie, mais malgré tout, et ça, quel que soit le prisme ou l'imaginaire qu'on a pu créer pour être dans ces conventions sociales, que ce soit l'argent, voilà, ce qui fait que la justice, les droits de l'homme, tout ça, qui sont des construits qui n'existent pas vraiment. Ils existent au sens de notre imaginaire, mais pas au sens de la planète Terre. Et donc, on a décidé de jouer dans ces règles du jeu-là. Mais à un moment donné, forcément, et t'en parles dans ton livre, nos règles du jeu nous amènent certainement à vivre l'époque la plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité, la plus exubérante, la plus folle, où on arrive à, je veux dire, jamais dans l'histoire d'une espèce vivante, on a pu faire le tour de la planète Terre en l'espace de 12 heures, quoi. Allez, un peu plus que 12 heures quand même, il faut pas exagérer, mais en tout cas, se retrouver à Tokyo, prendre son petit déj, et se dire, oh, tu sais quoi, viens, on va à New York, c'est incroyable, mais tout ça, forcément, a des conséquences extrêmement graves, désastreuses derrière. Ouais. Et ça, quel que soit le prisme à travers lequel on décide de le regarder. Et c'est quoi? C'est la conclusion, l'inévitable conclusion. Je n'ai pas envie d'arriver trop rapidement à la fin de ton livre parce qu'il y a des choses positives aussi, mais exercice de pensée, malgré toutes les bonnes volontés qu'on essaie d'y mettre, c'est la conclusion inhérente du chemin de la vie de l'être humain sur Terre. Tellement détruire tout son environnement au profit de maximiser l'énergie que... En fait, tu as un principe, moi, que j'utilise, qui est une croyance peut-être, mais que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. Et c'est pas qu'il y a une sorte de divinité qui veut ça, qui a une volonté. C'est de dire que, c'est très spinoziste en fait, c'est que quand on comprend pas quelque chose, c'est qu'on comprend pas les causes profondes. Et que donc, il y a un exercice intéressant à faire, c'est de savoir vraiment pourquoi ça arrive, pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Ne sors pas le striatum, s'il te plaît. Non, pas du tout. Ok. Et d'aller regarder quelles sont les composantes du système. Donc tu dédoyotes le système. Et j'utilise un peu une des manières de parler de la pensée systémique, c'est de parler de cet iceberg et te dire, en fait, quand on constate les événements du monde, déjà il faut se mettre d'accord sur ce qui se passe. Donc on passe tout notre temps dans les médias à dire qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable, à s'étonner et à jouer justement sur cette attention. Mais finalement, il faut essayer d'aller en dessous et de regarder pourquoi ça se passe. Et une fois qu'on a compris les causes profondes, peut-être qu'on pourra imaginer ce qui se passera ensuite. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un accident, ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment un truc totalement improbable qui s'est passé? Ou alors, est-ce que ça risque d'arriver? Tu prends un tremblement de terre à un endroit, tu dis tiens, c'est marrant, pourquoi? Et puis maintenant, on comprend, on sait que c'est sur une zone de faille, donc il y a des chances que ça se reproduise tous les temps avec une probabilité de temps. Ok, on sait un peu plus. Et sous les événements, tu as ce qu'on appelle les tendances, qui sont des choses qui existent là, qui sont présentes. Donc moi, j'en parle de deux. Tu as cette grande accélération du monde, qui fait qu'effectivement, depuis notamment 200 ans, et il y a un lien avec dont on va parler, avec les structures, avec l'énergie, etc., mais depuis 200 ans, on est dans cette immense accélération de la civilisation. Donc là, on était 1 milliard en 1806, et puis on a une exponentielle, ça a explosé, 3 milliards en 1960, et puis maintenant on a mis 1 milliard de plus en 10 ans. Tu vois. Ça se ralentit doucement, mais si tu regardes sur 200 ans, on a une exponentielle. Et ça a été permis par tout un tas de choses dont on va parler. Et puis tu as une autre tendance dont je parle, c'est ce qu'on appelle la grande déconnexion. Tu as des déconnexions qui sont en train de caractériser notre époque entre l'économie et la finance, entre nous et la nature, si tu veux, et le monde extérieur, parce qu'on vit en ville, parce qu'on est derrière les écrans, parce qu'on n'est plus en lien avec un certain nombre de choses, entre nous et nous-mêmes, entre guillemets, tu vois, c'est notre capacité, le manque de temps qu'on a pour réfléchir sur nous-mêmes, etc. Oui, tu as tout un tas de déconnexions aussi vis-à-vis des autres. Entre les super riches et le reste du monde, tu vois, oui, deux environnements différents. Deuxième classe. Mais en fait, donc c'est ça, cette déconnexion et cette accélération font les événements, explique pourquoi on dépasse les limites. Parce que, voilà. Et en dessous de ça, qu'est-ce qui crée ça? Là, tu as les structures. Tu as les structures de la société. Tu as le fonctionnement de l'économie. On a parlé du PIB. Donc là, c'est quoi le jeu de l'économie? Quelles sont les règles qu'on a définies? On a dit que le but du jeu, c'était de croître le plus possible. Donc forcément, on y arrive super bien.
Et puis, comme on a dit que c'était ça, on a inventé un truc qui s'appelle le capitalisme, qui est le système optimum Pourquoi? pour transformer le monde. Oui. Pour créer de la richesse, pour croître, pour inventer des trucs, pour innover. Il n'y a pas mieux. On n'a pas fait mieux. Parce que tu fais confiance à la liberté humaine et puis tu crées des motivations intrinsèques incluses dans le système, tu crées des rewards qui sont l'argent, etc. Donc ça fonctionne super bien pour faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire accélérer l'histoire de la civilisation, si tu veux. Et puis à côté, tu as... Accélérer sur un court terme. Ouais, mais après, on y est, si tu veux. Mais en tout cas, jusqu'à présent, empiriquement, on constate que waouh, ça a super bien marché, quoi. On a créé une richesse de malade, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle du développement, et ce que certains aussi appellent progrès. Ça dépend comment tu le définis. Et puis, tu as les structures médiatiques dont on a parlé, les structures technologiques, qui font qu'on va dans une certaine direction. Qui perpétue la machine aussi. Et puis, sous ça, tu as ce qu'on a dit, tu as les comportements humains. Les comportements humains puisqu'in fine, ce sont des hommes qui mettent ça en place, qui mettent ces structures en place, et qui sont définis à la fois par le jeu naturel, qui on est, notre métabolisme, de quoi on a besoin, notre cognition, ce qu'on voit pas. Tu parlais de la structure de notre cerveau, on a effectivement tendance à regarder plus le court terme que le long terme, etc. Et puis, tu as nos croyances fondamentales, la culture. À quoi on croit? Effectivement, si on se dit que rien n'est impossible, que sky is the limit, que les hommes sont supérieurs aux femmes. Tu oublies les hétéronomies complètement. Tu crées tout un tas de croyances comme ça qui vont structurer, qui vont mettre, tu vas créer toi. Voilà. Et donc ta civilisation va suivre la direction de ce fameux récit, cette fameuse croyance. Pas que la croyance, c'est pas. Souvent, on a tendance à simplifier, à se dire que la croyance est à l'origine de tout. C'est une des composantes. Mais en fait, on a créé d'autres structures qui aujourd'hui sont là et nous dépassent presque. Il y a par exemple le jeu économique. Qui est basé sur une croyance aussi. Oui, mais sauf qu'en fait, on s'est tous mis d'accord à un moment donné pour dire l'objectif, c'est le PIB. Voilà, point. Et on s'est aussi mis d'accord là-dessus, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait une raison à ça. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est quand même cool de se chauffer en hiver. Donc on va trouver le moyen d'aller couper plus de bois. Et puis c'est quand même cool de pouvoir ne pas mourir de faim. Donc on va modifier l'agriculture. Tu vois, ça vient de loin aussi. Mais à un moment donné, on a créé ça. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'on peut en sortir? Donc, on en parlait avant l'épisode, tu as aussi ce qu'on appelle les théories des jeux, c'est pour ça que c'est bien pratique si tu veux, mais tu as des dynamiques, si tu veux, qui sont propres au système complexe, qui font qu'il y a des boucles de rétroaction qui se créent, et que donc tu peux avoir des dynamiques qui se mettent en place, qui échappent, qui sont voulues par personne, mais ça résultante du système. Voilà, comme ça que la culture bouge aussi. Et puis tu peux avoir des phénomènes qui nous emportent tous, comme ce qu'on appelle la reine rouge, qui vient de l'Isopéa et Merveille, où elle court à côté de la reine rouge. Et pourquoi tu cours? Je cours pour rester en place. Et qui illustre en fait cette idée qu'on est pris dans des dynamiques, notamment entre nations, qui qu'à un moment donné, si quelqu'un décide de dire moi j'arrête avec le PIB, je sors de ce jeu-là. Nouvelle-Zélande, je sais pas. Je sais pas s'ils l'ont fait à 100%, mais... Non, bien sûr que non. J'arrête avec ce jeu-là, j'arrête de mesurer le PIB, et dire, mais t'es gentil, mais en fait, je te rappelle que tu vis à crédit, donc en fait, si tu sors de ce jeu-là, comment tu fais pour payer ton truc? Et puis en fait, si tu diminues ta puissance, nous on va te racheter, donc tu perds ta souveraineté, parce qu'on est dans un monde ouvert. Ta culture, tout y joue, quoi. Et donc c'est pas qu'une question de croyance, c'est-à-dire que même si tu updates ça, t'es pris dans des dynamiques, et sans parler de la technologie qui suit son propre cours, etc. Et donc par exemple, un pays comme la France ou la Belgique qui déciderait d'un commun accord de se dire ok les amis on arrête avec le PIB, forcément avec le jeu européen qui n'est pas du tout dans cette ligne de conduite, tu te tires une balle dans le pied. Et donc c'est-à-dire que le fait, c'est ça qui devient intéressant, puisque je voulais arriver sur quelques questions, mais aucun pays ne prendra le choix à partir du moment où il est dans l'OCDE, qu'il fait partie de l'OTAN, qu'il fait partie de gros organismes et de commerce internationaux duquel tu te dépends toi aussi. Je veux dire, nous en Belgique, notre industrie pharmaceutique, elle dépend de production chinoise. Nos pommes de terre, elles sont majoritairement, alors qu'on est le pays de la pomme de terre, la Belgique, on est réputé pour ça, elles viennent majoritairement d'Égypte et d'Europe de l'Est, et que du coup on les transforme chez nous. Donc c'est-à-dire que décider de jouer ce jeu-là, tu peux pas le faire en faisant un basculement, tu ne peux pas changer tes cartes en fait. Tu es obligé soit de le faire petit à petit, soit de le faire sans le dire. C'est particulier quand même. En fait, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que tu as un niveau d'analyse qui est que c'est intéressant de se rendre compte, en fait, on parle à tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, qui sont vitaux, se jouent au niveau civilisationnel, et tu n'es plus au niveau d'un pays. Totalement. Et c'est une des premières fois donc on est confronté à ça. Oui, parce que c'est intrinsèquement lié. Avant, la vie de chaque pays était quand même globalement, pendant longtemps, c'était isolé.
Ouais. Tu vois, tu n'avais pas à attendre ce qui se passait, de voir ce qui se passait à côté pour prendre tes propres décisions. Tu pouvais faire ta propre révolution, couper la tête de ton roi. Bon, Oui, à partir du moment où ta production était interne. Il y avait d'autres choses qui se de passaient, fonctionnement évidemment, mais étaient c'était internes. moins comme ça interconnecté. Et donc, pour revenir à ta question précédente, effectivement, il y a un sujet qui est que la manière dont collectivement la civilisation joue son jeu, entre guillemets, atteint ses limites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces questions ne se posaient pas. Et il se trouve que on s'est tellement développé, on a tellement réussi à maximiser notre puissance, à gagner au jeu de la vie, entre guillemets, À être 8 milliards et avoir l'espérance de vie que inédite dans l'histoire de non l'humanité. seulement on a pris, qu'on dépasse les limites, donc on a pris toute la place. Donc au passage, on a dézingué des millions de joueurs qui sont au reste du vivant, entre guillemets, tu vois. Et puis, et on est en train de déstabiliser le système Terre. On est en train de niquer le terrain de jeu. Et on s'en rend compte maintenant, on commence à le mesurer, on dit attends, notre truc, moi je prends la métaphore aussi maritime, on est sur nos bateaux, on navigue, on va super vite, c'est cool. Et puis notre plan d'eau, il est en train de bouger là. Et on voit qu'il y a des vagues qui commencent à arriver, on se dit waouh, attends, est-ce que c'est nous qui créons les vagues là? Qu'est-ce qui se passe? On était tranquille depuis hyper longtemps on pouvait se concentrer sur la course, avec notre compétition, à regarder, tiens, optimiser la technologie de notre bateau, discuter de mais non, c'est la voile, c'est cette voile. Ouais. Et puis on voit des trucs qui commencent à bouger. Donc là, un environnement qui était super stable depuis des siècles finalement, même des millénaires, c'est-à-dire le monde naturel, entre guillemets, en gros depuis la dernière glaciation, change. Donc tu as le climat, mais tu as le reste aussi. Tu as tout, la nature des sols qui change, les océans qui sont vidés, le vivant qui est détruit. Donc tout ça, donc toute cette stabilité est en train de se défaire. On a créé des boucles de rétroaction positives, des trucs d'emballement. Et puis tu as des points de bascule, etc. C'est aussi pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionne le jeu. Et donc on est là-dedans, on a créé ça collectivement sans vraiment le vouloir, parce qu'on est embarqué dans ce truc-là. Et donc la question se pose de savoir à quel niveau on peut arrêter le truc. Est-ce que c'est au niveau des idées? Mais si oui, par quoi ça passe? Comment on fait pour changer nos croyances à grande échelle collectivement? Est-ce qu'il suffit qu'un pays bouge pour que le reste suive? Mais on voit que c'est quand même super imbriqué, et puis même c'est compliqué de mettre quelqu'un au pouvoir qui va bouger dans ce sens-là, parce que tu as aussi le jeu de politique. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre que tous les gens qui arrivent en situation de pouvoir aient à peu près la même manière d'être, la même manière de se comporter. C'est un peu le même agenda en quelque sorte, on dirait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné au jeu de la puissance politique. Tu reviens sur une idée de puissance. Une des personnes moi, qui m'avait le plus marqué, c'était Richard Heinberg, dans les personnes que j'ai interviewées, qui m'a donné cette idée de décrire le monde au travers du prisme de la puissance. Il a écrit un livre qui s'appelle Power. Donc pouvoir et puissance, en anglais c'est intéressant aussi que ce soit le mot, parce que tu peux ramener ça à la physique, tu peux ramener ça à tout un tas de choses. Et qui t'explique le monde comme le monde comme une logique aussi de rapport de force, mais surtout de direction vers toujours plus de puissance. Et donc on serait, en tant qu'humanité, en overshoot de puissance. On est devenu surpuissant. Une partie de l'humanité. Une partie de l'humanité. Tout à fait, tu as raison de le rappeler, c'est-à-dire que moi je parle collectivement de l'humanité comme un gros machin, tu vois, un gros bibin d'homme. C'est le super-organisme. C'est comme une espèce d'animal qui s'est créé et qui a, j'ai piqué ça à Neil Higgins, et dont le but est de croître. Et plus personne en fait ne contrôle ce truc-là. C'est ça, parce que même ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ils veulent croître. Oui, alors il se trouve que en réalité, tu peux contre-argumenter en disant mais finalement, est-ce que c'est pas les quelques milliers de personnes extrêmement puissantes qui ont la main pour changer les choses? C'est-à-dire que si Bolloré dégager d'Afrique, etc., et puis dégager l'Afrique, et puis changer son truc médiatique, si Zuckerberg se dit tiens, je vais faire un algorithme qui va vraiment aller aider les gens à se parler entre eux, à se respecter, etc., le monde changerait. Oui, mais il changerait. Le sujet, c'est que ces personnes-là, si elles changeaient leur manière de jouer, pensent qu'elles seraient perdantes. Donc elles ne le font pas. Pour des raisons individuelles, du coup. Parce qu'ils ont gagné au jeu de la puissance. T'es arrivé, t'es milliardaire, tu dis mais pourquoi je change ma manière de jouer en fait? J'étais super fort, j'ai gagné. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer les règles du jeu? Je vois très bien ce que tu dis, mais alors du coup, qu'est-ce qui pourrait faire basculer? On est un peu coincé, pour dire, ce que je vois, c'est qu'on est quand même vachement coincé. Parce que les règles du jeu peuvent bouger à partir du moment où les milliardaires perdent parce qu'ils se sentent protégés par leur fortune et tout ça. Alors, tu as plusieurs manières de voir le sujet. Moi, j'ai pas du tout la réponse, mais tu en as qui vont te dire il faut leur faire peur, il faut faire la révolution. Il faut commencer à ne plus... Ont-ils peur? Ou ils se disent c'est bon, on contrôle tellement les masses avec nos médias, nos plateformes. Exactement, tu as une question qui est de dire ok, tout est rapport de force, tout est politique, tout est rapport de force.
tout est social, entre guillemets, donc les choses ne bougent que quand il y a des rapports de force. Et donc on parle du fait que si on a eu les droits qu'on a aujourd'hui, les retraites, tout ça, on est en plein dans l'actualité. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont bougés, qui ont été dans la rue, etc. Et ça, en fait, c'est une lecture de l'histoire déjà. C'est pas forcément la réalité. Et tu peux te dire, je t'écoutais Jean Covici qui parlait à ton podcast, enfin ton émission. Oui, c'est la même chose. Les deux. Et qui disait, tu as une manière de comprendre par exemple le féminisme et l'évolution des choses, c'est d'intégrer la composante énergétique dans le truc. C'est une des composantes. Donc c'est jamais aussi simple que du pur rapport de force. Et le fait est qu'aujourd'hui, de manière inédite, on a une structure de rapport de force qui est totalement en faveur des plus puissants. Tu as des gens qui ont accumulé une fortune qui n'a jamais existé dans l'histoire, avec une maîtrise de l'influence médiatique et de l'influence des masses, qui n'a jamais existé, il n'y avait pas ces outils-là, et avec une maîtrise de la technologie, et de plus en plus, on parle d'humain augmenté, de l'intelligence artificielle, etc., qui fait que finalement tu as une manière d'activer cette puissance qui ne dépend pas du choix du peuple ou des individus. Donc et finalement tu as plein de gens aussi qui sont là qui ne veulent pas que ça bouge. Et de plus en plus même qui pensent que de toute façon c'est foutu, c'est trop tard. C'est une belle prise d'otage quand même. C'est une prise d'otage et ils se disent, moi l'analyse que je fais c'est que de toute façon ça ne dépend pas de moi en tant que milliardaire, que chef d'État, je suis moi-même pris dans un système, si je fais ça tout seul, de toute façon quelqu'un d'autre prendra ma place, tu vois, c'est le patron Total qui dit je le fais parce que de toute façon sinon je me fais virer et puis quelqu'un d'autre le fera à ma place, tu vois. Et donc tu le fais pas, parce que tu as aussi l'illusion, je pense, que tu vas t'en sortir mieux que les autres. Ouais. Enfin, c'est pas une illusion d'ailleurs, c'est vrai, tu t'en sors mieux que les autres. Oui. Mais tu vas te dire, ils ont tous leur plan B d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Hein. Zuckerberg est à son île à Hawaï, ils ont tous des terres en Argentine, voire ils veulent aller sur Mars. C'est dingue, hein. Donc tu as cette espèce de truc qui est un peu... Ils ont leur gilet de sauvetage, quoi. Ils ont leur parachute. Ouais, au cas où que ça merde. Douglas Rushkoff, c'est Escape of the Richest, que j'ai reçu dans Sismic, qui n'a pas encore diffusé, qui a rencontré tous ces gens-là et qui disent... Ils parlent de the event, l'événement. Ils se préparent tous à un événement, une catastrophe, et ils ont tous leur... Donc tu es coincé. Je ne saurais pas te dire aujourd'hui par où ça passe. Ce que je peux te dire, c'est que je crois que c'est salvateur, je peux me tromper encore une fois, de regarder les choses dans toute leur complexité. Et de ne pas céder à ce truc qui est de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la solution. Il suffit de renverser les tables politiques, il suffit de changer le gouvernement, il suffit de changer le PIB, il suffit de décroître, etc. Tu sais pas à quoi ressemble l'herbe ailleurs, hein, si je peux me permettre. Exactement. Mais moi, ma conviction, c'est de dire que le truc est tellement complexe, tellement... c'est une toile, tu vois, tout se tient partout, et en plus tellement mondial, que... ça ne viendra, si tu veux, une forme de changement ne viendrait que si tu réétablis la capacité du débat et donc que tu prends du recul par rapport à ta propre conviction que c'est ça la solution. Parce que personne tout seul n'a la solution. Du coup, la question est-ce qu'on peut changer le système? On voit très bien à quel point c'est une toile complexe et moi j'aime bien toujours me dire Vince, regarde un peu dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé les changements et souvent, les changements sont passés par des graves crises, métacrises, par des moments de basculement plus ou moins lents, parfois très très lents, des effondrements d'espèces vivantes sur Terre, il y en a eu 5, on est à la 6e, ça prenait à l'époque, aux périodes précédentes, quand même des millions d'années, cette période d'extinction. D'ailleurs, nous sommes au final aujourd'hui, l'Anthropocène a exacerbé une extinction qui était déjà en cours depuis environ 2 millions d'années. Les empires romains ont mis longtemps, parfois des centaines d'années pour s'effondrer tous les empires. Mais c'est là que j'arrive sur un petit exercice de pensée de me dire « Ouais, mais ok, mais le monde était plus lent. Les informations étaient plus lentes, tout était plus lent. Le système économique était beaucoup plus lent. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où un système lent s'effondre sur 10, 20, 30, 50 ans ou parfois quelques mois? Mais dans un système rapide, est-ce que justement son effondrement ne peut pas être rapide? À partir du moment où... on disait les Zuckerberg et tout, ils attendent 10 events, le moment où, qui pourrait venir d'un problème climatique, un problème de biodiversité, un problème mondial dû à un crash boursier, de guerre, de conflit, tout ce que tu veux. Est-ce que justement, ou d'attaque nucléaire,
est-ce qu'en fait, la rapidité, la puissance de notre civilisation ne va pas en fait amener à son anéantissement le plus rapide dans toute son histoire, où on est aussi sur une érosion qui est déjà en cours et qui peut prendre du temps. Excuse-moi, je suis un peu manichéen, je te fais un yin ou yang, là ou l'autre, mais je voulais un peu avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce qu'on peut changer et nous adapter tranquillement en se disant « Ok les gars, on y arrive par des rouages » ou alors non, en fait, il faut vraiment que ça bascule net pour de là construire le monde d'après. Le fait est que on est en train de dépasser les limites, on a déjà dépassé les limites du système et on l'a fait extrêmement rapidement. Tu vois, la vitesse à laquelle on a saturé l'atmosphère de CO2, la vitesse à laquelle on a vidé les océans, tout ça. Tu regardes, mais c'est hallucinant. Ah, c'est un cocktail, hein. Je regardais le truc, là, je crois que j'avais ce chiffre depuis 1992, en fait, on a cramé plus de fossiles que toute l'histoire avant. Ah bon? Voilà. En l'espace de 25... Voilà, donc on est toujours sur cette accélération. ans. Puis tu as d'autres trucs qui est que la Chine a consommé plus de béton en 2 ans, je crois que c'est 2014-2015, que toutes les États-Unis au XXe siècle. Tu regardes tous les chiffres, on continue, si tu veux, d'exponentiel, quoi. On continue chaque année de battre les records d'émissions, chaque année de battre les records de nombre de produits fabriqués. Là, tu as un truc qui est sorti sur Shein, tu vois, ou Shein, je ne sais même plus comment on dit. Je ne sais pas comment on prononce cette marque, voilà, Shein, qui produit 1000 fois plus de produits qu'un H&M ou qu'un Zara. Enfin, on est encore là-dedans, si tu veux. Et on est dans cette espèce de feu d'artifice. On fait la Coupe du Monde au Qatar, on va faire les JO on a fait les JO à Pékin, on va faire les Jeux d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite. On va éliminer les astéroïdes, on va aller sur Mars. Non, mais on est encore, si tu veux, dans cette accélération de la société parce que c'est ce qu'on sait faire, parce que c'est le but. Encore une fois, c'est le but du jeu, de loquer le truc, de produire de plus en plus de trucs. Ça fonctionne encore pourquoi? Ça fonctionne encore parce qu'on a encore du pétrole. On vient de passer le pic pétrole. Donc la question va se poser de savoir est-ce qu'on peut continuer à jouer comme ça quand l'énergie qui est partout en fait, dans tous les transports, enfin, qui conditionne toute la mondialisation et tout le jeu, va devenir de plus en plus rare. Ça va se faire fossile déjà. Et ça va se faire relativement rapidement, si tu veux. Après, ça dépend de quelle échelle on part. Vite, est-ce que c'est une vie, une génération mais en vrai, même non, sur 30 ans, 45 ans, voilà, c'est extrêmement rapide. Et puis, tu as les autres limites, c'est-à-dire des règlements écologiques commencent déjà à se faire sentir et on voit que c'est aussi très rapide finalement. Tu vois, il y a des prises de conscience chaque année canicule et on voit que ça va beaucoup plus vite même que ce qu'on avait imaginé parce que ça crée des boucles de rétroaction. Donc, il est très probable que ça se dérègle de plus en plus vite et il est très probable qu'on continue tant qu'on peut de consommer le plus possible parce que c'est loqué. Donc après, comment ça se manifeste ? Tu parlais d'effondrement civilisationnel, ça craque déjà en fait, il y a déjà plein d'endroits où ça craque à cause du climat, à cause de l'écologie, à cause de l'économie qui s'effondre, etc. Et puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à faire cette accélération parce qu'on crée de la dette. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre le jeu de l'économie et le jeu de la finance. Et en gros, depuis, je crois, 1970, à partir du moment du pic pétrole, on a créé chaque année dans le monde plus de dettes que de PIB. Donc on est de toute façon dans un système... C'est du sur-régime. C'est du sur-régime, ça dépend comment tu le définis, c'est du sur-régime en tout cas pour le terrain de jeu, pour le système Terre. Mais c'est surtout artificiel. Ouais. C'est-à-dire on sort de Bretton Woods début des années 70, donc on crée une capacité à pouvoir créer de la monnaie autant qu'on veut. Voilà. Puisque c'est plus pégué à l'or, ça dépend plus de l'or. Donc le dollar, c'est plus basé sur tes capitaux disponibles. C'est plus basé sur l'or. Bretton Woods, c'était on associe le dollar à l'or et voilà, donc pour pouvoir émettre des dollars, il faut avoir du stock stock. en quelque sorte. On est sorti de ça depuis longtemps. Donc excuse-moi, mais c'est important pour les gens qui sont un peu néophytes là-dedans. Ta monnaie basée de base sur un capital existant de matériaux, l'or. Voilà, c'était une manière de faire pendant longtemps. Voilà, et qui est passé à, ok, on oublie l'or qu'il y a, on s'en fout, ça ne vaut quasiment plus rien par rapport au montant de la dette, et on se dit, ok, on emprunte de l'argent illimité pour les générations à venir. Et c'est très intéressant de comprendre ça aussi, c'est un point fondamental dans cette histoire d'accélération, parce que si tu étais resté avec une monnaie liée à un bien physique, tu ne peux pas avoir cette croissance exponentielle. Parce que tu ne peux pas créer autant de dettes. Tu dépends des matériaux disponibles. Voilà, exactement, tu as un lien avec le monde physique. Et
Ce qui fait dire d'ailleurs aux adeptes du Bitcoin qu'il y a quelque chose là-dedans à aller chercher, parce que le Bitcoin, c'est un lien avec l'énergie, donc voilà. Il y aurait Voilà. Le Bitcoin ne va pas durer alors, si on prend ce point de vue-là. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois que c'est limité. C'est limité, voilà. Donc c'est un retour, si tu veux, à une forme de lien avec le monde physique. Petite digression. Mais à partir de ce moment-là, on a commencé à créer de la dette et de plus en plus de dettes. Et aujourd'hui, on est en mode feu d'artifice, notamment depuis 2008 avec la crise des subprimes et encore plus avec le Covid. Il faut se rendre compte que depuis 2 ans, ces 3 dernières années, on a créé tellement d'argent, on a imprimé tellement de dollars notamment, que tu as la moitié des dollars en circulation dans le monde aujourd'hui qui ont été créés ces 2 dernières années. La moitié des dollars dans le monde, le reste a été créé sur ces 2 dernières années. Ah ouais. Tu fais l'analogie avec le béton, tu apparais sur la dette. Et ça nous permet de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Ça permet de continuer à croître. Parce que en fait, on a de l'argent. Tu payes le salaire des gens, mais tu vas aussi faire des projets d'investissement, tu vas aussi aller gratter des trucs absolument pas rentables, si on n'avait pas ça, d'ailleurs, qui ne sont pas rentables même avec ça, qui sont le gaz de schiste, les sables bitumeux, donc d'aller gratter vraiment les fonds de cuve, ça coûte très très cher. On crée de l'argent, on s'en fout, on injecte, voilà. Le robinet coule. Et tu fais ça pourquoi ? En plus, c'est très très condensé. D'abord, c'est complètement capté par un nombre très très faible d'individus, d'où le nombre de milliardaires qui explose. Mais ça permet aussi au global, si tu te places au niveau civilisationnel, de continuer à faire tourner la machine, de continuer d'aller couper des forêts, etc. Ça coûte cher. Et maintenir un système de domination aussi sur les ressources. Et d'alimenter cette machine qui a ses défauts, qui fait que c'est vers plus de captation de valeur, plus d'extractivisme en fait. Tu peux voir ça en fait comme la dette, comme une manière d'élargir ta paille pour aller choper tout ce qui reste au fond, là, les fonds de cuve, le plus rapidement possible. Donc tu continues, mais sauf qu'à un moment donné, il y a vraiment tout d'un coup plus rien. Donc quand tu parlais de la rapidité du chute, c'est la falaise de Sénèque, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, un système qui se déstabilise rapidement, un système complexe, ça peut partir très très vite. Ça crée des émergences, ça crée des événements totalement inattendus dans le système, ou ça crée une déstabilisation rapide parce que tu as des points de bascule, etc. Et en fait, on ne le voit pas, notamment une des raisons pour lesquelles on ne le voit pas, c'est parce qu'on a encore un peu d'énergie fossile et qu'on a cette dette qui nous permet de faire tourner la machine. Mais en fait, la dette, c'est quoi ? C'est l'hypothèque de l'avenir. C'est-à-dire que tu t'empruntes aux générations futures, en fait. Tu dis, on vous remboursera plus tard. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que... qui vont rembourser sur de la dette. Enfin, illimité, ce truc. Mais donc, à un moment donné, tu en as qui disent, on peut y aller tant qu'on veut, etc. Puis tu as une autre école d'économistes qui te disent, mais à un moment donné, une dette, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on la paye, on utilise cet argent pour extraire, pour détruire la nature, pour extraire des choses, pour transformer le monde. Parce que l'économie, c'est la transformation du monde, en fait. C'est le PIB, c'est une mesure de combien t'extrais et combien tu brûles, indirectement, si tu veux. Et ça crée des services, des richesses, etc. Du confort. Et du confort, et plein de choses. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses positives aussi. Bien sûr. Mais en fait, nos systèmes, ce qu'on crame là, ce qu'on vient extraire là, c'est autant de choses que les générations futures n'auront pas. Et donc, de toute façon, cette dette ne pourra pas être remboursée. Parce que pour pouvoir la rembourser, il faut créer de la valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu n'auras plus de quoi créer de la valeur, parce que ton système, pour créer de la valeur, a besoin d'extraire. Donc, on est en train en bout de course, par rapport à tout un tas de choses, et tu regardes, quand tu regardes la finance, tu vois que ça commence à craquer. Tu vois que tu commences à avoir des trucs totalement excessifs. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive au bout, on devrait devenir plus raisonnable. On devrait se dire, attends, on va faire gaffe à nos ressources quand même, il en reste plus beaucoup. On va faire gaffe à tout cet argent qu'on crée, on va faire gaffe à bien le dépenser, parce que quand même, on imprime des milliards chaque année, on va faire gaffe. Tu fais quoi ? Tu fais des stades climatisés, et puis tu t'envoies dans l'espace, tu fais des missions SpaceX, tu fais des trucs... Oui, tu construis un nouveau supermarché. Tu restes dans ce truc à la course à l'ultra-puissance, pour certains. Et avec la promesse que vous aussi, vous pourrez y accéder, vous pourrez avoir de la fast fashion, etc., et avoir l'air cool, parce que vous changerez de fringue tout le temps, quoi. Et donc, on est vraiment, pour répondre à ta question, à ce moment où, un moment décisif, je pense qu'il va se passer dans les... J'en sais rien, c'est difficile de faire des prédictions. Entre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à la fin du siècle, j'en sais rien, mais quand même. Mais Meadows a dit que c'était entre maintenant... Rapport Meadows, c'est les années 20, tu vois. Donc, on est à ce reckoning, comme on dit en anglais, où, il est probable qu'à un moment donné, qu'on ait un basculement mais pas partout pareil, pas pour tout le monde pareil, évidemment. Et que pour l'instant, malgré tous les beaux discours, malgré les COP pour le climat, malgré
ce que certains vont décrire comme une prise de conscience généralisée ou une génération climat. La tendance ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les structures ne bougent pas. Qui va faire bouger les structures? Comment elles bougent? Waouh. J'adore. Ça va, t'es bien? T'es posé? Cette course en avant, c'est mon éco-anxiété et celle de certainement beaucoup de personnes qui regardent. Parfois, on se réveille le matin avec un effet vertigo sur nous. Tu sais, tu connais cet effet vertigo en cinéma. Zoom avant et en même temps... T'avances en même temps que tu dézoomes. Et en même temps, tu recules et vice-versa. Donc exactement, ça crée un effet pour... On bascule, quoi. On a vraiment l'impression de prendre conscience de la mesure des choses. Mais effectivement, ça ne met pas en confiance, surtout dans un contexte géopolitique quand même de plus en plus sérieux avec la Russie et la Chine, Europe, Amérique. Et on sent que sur les dernières ressources et énergies, etc., Taïwan reste une stratégie qu'il faut préserver le plus possible, ou sinon on est complètement dépendant. Et encore, je ne sais pas, je me positionne de nouveau avec mon prisme occidental. Mais c'est chaud là, ces nouvelles grosses puissances qui sont en train de se mettre en place tout doucement mais sûrement. J'imagine que tu en as déjà beaucoup parlé. Là, ça c'est un truc qui est quand même très inquiétant. Ça. Alors c'est le jeu géopolitique. On passe sur un autre jeu qui est lié aux autres. Et le jeu des nations, je peux le dire. Les nations entre elles qui sont elles-mêmes dans leur quête de puissance. Voilà. On veut maintenir notre puissance parce que, soit pour un dictateur, un autocrate... il veut maintenir la puissance parce que si tu n'as pas la puissance, c'est les autres qui te bouffent de toute façon. Oui, là ça vient d'être... Pareil, c'est là que tu rejoins aussi l'importance du culturel et des croyances et de la manière de voir le truc. Tu as des nations qui ne sont pas beaucoup moins dans cette quête de puissance. On est très bien comme on est. On veut juste préserver l'intégrité de notre territoire, donner à bouffer notre population. C'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources ou parce que les ressources sont limitées comparées aux plus gros? Bien sûr, parce que souvent tu regardes, c'est des grands pays avec une faible population. Chine, Russie et États-Unis, c'est quand même ceux qui ont le plus de ressources. Alors, tu as un lien... D'accord. D'accaparement des ressources, des richesses, mais vas-y. Et évidemment, tu as un lien entre la puissance d'un pays, donc on va définir comme la capacité à, d'une part, se maintenir, et d'autre part, à peser sur la marche du monde, d'abord sur ses voisins, et puis une superpuissance comme les États-Unis a décidé des règles du jeu international. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, qui on finance pas, etc. etc. Et puis donc tu as certains attributs de cette puissance qui sont connus, qui sont classiques. C'est est-ce que j'ai la monnaie mondiale? Est-ce que j'ai l'armée qui domine les autres? Est-ce que j'ai une domination culturelle, etc., etc. Donc tu as plusieurs attributs comme ça de la puissance. Puis dans le cycle des puissances, c'est intéressant, c'est Ray Dalio qui écrit un bouquin intéressant là-dessus, qui te dit il y a 7 ou 8 attributs principaux et tu les vois que ça fait des cycles. Il a étudié la puissance anglaise, hollandaise, puis anglaise, puis américaine, et tu retrouves les mêmes composantes. Donc c'est intéressant de voir aussi, c'est le même jeu auquel on joue. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a cette composante énergétique, cette composante militaire, cette composante culturelle, qui est évidemment fondamentale. Donc il y a toujours une composante énergétique pas toujours, mais dans la plupart des guerres entre grandes puissances, il y a une composante énergétique. Par exemple, donc tu as une citation de Hitler notamment qui justifiait l'invasion, le retournement, l'opération Barbarossa contre la Russie avec le fait qu'il fallait absolument aller choper les pétroles de Bakou et que c'était ça le nerf de la guerre et que c'est là que tout se jouait. Donc déjà, tu vois, à cette époque-là, il y avait évidemment une conscience de ça. Le fait qu'il n'ait pas pu y arriver à déterminer leur capacité à produire des carburants. Enfin, il y a tout un tas de... Tu peux regarder vraiment... c'est l'huile de Mathieu Ozano là-dessus. Un bon STR en jeu vidéo à la Common Conquer, c'est que ce qu'il faut choper, c'est les ressources. Exactement. Et si tu envoies toutes tes raffineries le plus vite possible à n'importe quel jeu vidéo de ressources et que tu maîtrises plus que les autres, tu gagnes la partie. Voilà. Tous les jeux STR fonctionnent comme ça. Parce qu'ils ont pris en compte cette réalité que ça faisait partie de la puissance. C'est des jeux de guerre. STR, pour ceux qui ne savent pas, c'est jeu de stratégie en temps réel, un truc dans le genre. Mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est déterminant. Mais donc du coup... Et donc la géopolitique, pour te répondre là-dessus, c'est pas forcément directement lié, mais certains on peut dire, mais on est à ce moment où il se trouve que tu as une puissance chinoise qui a émergé, qui conteste la domination américaine. On a une période de relative stabilité avec la puissance américaine qui impose tout ce règle du jeu. Et donc ça a créé des nouvelles tensions, une guerre pour la domination mondiale, les ressources, sur fond de raréfaction, sur fond de développement de nouvelles armes totalement délirantes, donc avec un changement des règles du jeu de la guerre aussi, où ça devient spatial, où ça devient super véloce,
ou même destruction massive. Ou même l'équilibre de la terreur nucléaire est en train de se défaire parce que t'en as qui commencent à développer des boucliers. Enfin, tout ça est en train de bouger. Donc effectivement, tu te dis, ok, vous n'allez pas vous arrêter à jouer ce putain de jeu de la guerre et de la puissance. Non, en fait, c'est à ça qu'on joue depuis le départ. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est pas simplement le jeu de la vie, ce dont on parle? C'est intéressant d'amener à ça, tu vois, parce que tu peux effectivement faire le parallèle en disant, mais les bactéries, les jeux des espèces, c'est que essayer de se bouffer, c'est une lutte loi de la jungle. Pour l'énergie, loi de la jungle, ou une manière de coopérer, si tu veux, qui fait partie d'écrire, mais c'est compétition, coopération, quête je te disais, 2 objectifs, survivre, se reproduire, donc rester, et puis maximiser sa puissance. Et en fait, c'est intéressant de revenir à ça, parce que tu vois que tu n'échappes pas à ça. Et ce qui est flippant, c'est que normalement, toutes les autres espèces ont rencontré des limites. Parce que c'est plutôt bien foutu, la nature, et que donc, à un moment donné, une espèce qui déconne trop et qui va devenir trop puissante, une espèce invasive, sa population va réduire au bout d'un moment, parce qu'elle aura tout mangé, parce qu'il n'y aura plus rien à faire. Ou alors ça s'est organisé très progressivement, et donc tu as des dictateurs, migration. Tu as une logique, tu as des prédateurs qui se sont mis en place, et que les prédateurs ont besoin de moins de ressources, et donc ils se reproduisent moins vite, et donc il n'y en a pas trop, ça ne pollue pas. Donc il y a un équilibre hyper fin qui s'est mis, mais quand tu vas dans le détail, c'est en permanence, c'est la guerre, quoi. Ça se bouffe, etc., quoi. Et nous, on est une espèce. Et c'est sans pitié, hein. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de morale. Oui. Pas de morale, c'est un concept, c'est inventé, la morale. Et il n'y a pas de bien, pas de mal. Tu survis, tu survis et tu vis. Voilà. Et il se trouve que nous, on est cette espèce qui a trouvé le moyen de hacker le jeu. On s'est dit, en fait, nous, c'est très particulier. C'est quoi la particularité de l'humain comme espèce? D'ailleurs, c'est pas clair, hein. C'est le pouce opposable, c'est le fait d'être debout, c'est le langage qui te permet de raconter des histoires et donc de coopérer plus. Il y a plein de choses. C'est la conscience, un type de conscience. Mais le fait est qu'en fait, on a émergé, et puis au bout de 300 000 ans, on a fait un truc qui s'appelle la civilisation, qui est notre manière de jouer, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 300 000 ans, on a joué tranquille. 150 maximum, dans des petits groupes. Ouais, et puis voilà, exactement. Donc, on a quand même anéanti Néandertal. Pas tranquille, ce que je veux dire, on n'avait pas trouvé le moyen. Le hack, avec la civilisation, ça a été le surplus énergétique. Exactement, ouais. Et qui a permis, une invention qui a permis le surplus énergétique, qui permet d'autres inventions, qui permet d'autres histoires, qui permet, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais tu peux très bien considérer, in fine, que c'était une énorme erreur. Parce que t'en arrives à faire une espèce qui s'affranchit des limites imposées par la nature, et qu'on est vraiment à ce moment où on est en train de se dire, on pensait s'affranchir. Sauf qu'en fait, le terrain de jeu, il est ce qu'il est. Et donc, Et donc, ce qui se passe quand tu as une surpopulation, c'est le test du rapport Meadows. Ouais. Tu redescends dans le cadre des limites planétaires, donc descendre de l'économie, de la population et de ces trucs-là. Plus de morts ou une espérance de vie qui baisse. Et comment ça se fait? Est-ce que c'est violent ou pas? Ça dépend des endroits. Est-ce que c'est autocontraint? Est-ce qu'on est capable de se créer une culture d'autocontrainte rapidement? Je pense pas. Tu ne penses pas qu'on est capable, nous, de créer des récits, justement, dans ce sens-là? Non, je pense pas, parce que je pense que tu le fais à quel niveau? Tu le fais au niveau mondial. Il faut que ça se passe au niveau mondial, mais alors il faut que ce soit interculturel, interlangue, Tu me dis par quoi ça passe? Interreligion, bonne question. Ça passe peut-être par des situations de choc intense. Voilà, pour revenir à ce truc-là, souvent Très les systèmes intense. bougent, et tu regardes dans l'histoire, ça bouge de manière nette. Quand tu as quelque chose qui se passe souvent, alors net, ça dépend à quelle échelle tu te passes, mais le plus probable, si tu veux, c'est que s'il se passe comme on l'a toujours fait, qu'on fasse comme on l'a toujours fait, c'est que tu réagis quand tu as des chocs. Quand tu as des chocs et que tu es face à des sujets qui t'obligent à bouger. Et c'est là que tu trouves des ressources inattendues, que tu trouves des manières de coopérer de manière inattendue. La difficulté, c'est que finalement, ce qui nous arrive, c'est relativement lent aujourd'hui. Oui, dur de le percevoir. C'est dur à le percevoir, on le voit toujours pas. On a une canicule chaque année là en Europe, et puis on est toujours à dire sécheresse, 28 degrés en hiver. Voilà, sécheresse absolue là, dans le sud de la France. Alerte, d'où les films Don't Look Up qui disent mais alerte. Mais tant que notre quotidien n'est pas impacté de manière drastique et que le robinet coule toujours, tu le sens pas. En fait, parce qu'on a une difficulté déjà probablement cognitive à penser le court terme et une difficulté structurelle sociétale à nous organiser pour prévoir le long terme. Les élections se font sur 4 ans ou 5 ans, aucun intérêt à planifier sur les 20 prochaines années. C'est ça. Tu vois, donc
Donc on est dans cette difficulté il n'y a pas de gouvernement mondial alors que les enjeux sont mondiaux, je ne sais même pas si c'est souhaitable, je ne sais pas si c'est faisable si tu veux, et puis on continue à aller là-dedans. Donc voilà, probablement un moment très intéressant effectivement en termes de civilisation. Est-ce que c'est ce fameux dans les prochaines années. C'est ça, ce do event, comme ils disent un petit peu les milliardaires de la Silicon Valley. J'en sais rien. Non, c'est difficile de le percevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je reste sidéré de voir que tous ceux qui sont les tenants du il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions, le génie humain est sans limite. Je peux me tromper, hein, évidemment, parce qu'il y a des choses totalement étonnantes. Où le jour m'a sorti, mais l'intelligence artificielle, maintenant, tu vois, c'est incroyable, peut-être. Mais ne vois pas le pari énorme que c'est de faire ça. C'est-à-dire que tu paries que soit un problème comme le climat, qui est mortel, si tu veux, va être résolu parce qu'on s'en est toujours sorti. Et à chaque fois, je suis étonné, mais quand même, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que, montre-moi par où ça passe, parce que là, vraiment, on n'a rien, quoi. C'est un construit d'après-guerre, quoi. Et en fait, pour moi, c'est surtout que tu es dans une forme de déni total, et que tu ne veux pas regarder. On le voit tous autour de nous, hein. C'est la première phase aussi du deuil, entre guillemets. Hein. C'est aussi le processus que je fais dans le bouquin, c'est une forme de je fais voyager dans ce processus-là, où tu as déni avant prise de conscience, déni après prise de conscience, puis après tu te mets en colère, puis c'est pas possible. Et puis après, voilà, tu passes par la dépression et puis tu remontes vers la construction d'autres choses. Dites-moi où est-ce que vous en êtes en commentaire. Et c'est là-dessus que je réfléchis un peu à la fin. C'est qu'est-ce que tu fais de tout ça? Parce qu'une fois que tu as posé ça, une fois que tu as dit ok, en fait, c'est vraiment imbriqué, c'est peut-être pas si simple que ce qu'on croit, j'ai compris qu'il fallait s'écouter et que j'avais peut-être pas toute la vérité. Ce qui est intéressant, c'est de poser la question en tant qu'individu, comment tu traverses ça? Comment tu traverses l'époque et qu'est-ce que tu fais toi dans ton jeu personnel? Alors, dans tout cet amas d'informations. Il y a pas mal de choses. Ah là là, c'est sûr qu'on n'y comprend rien. Mais on a réussi à y comprendre et d'y voir un peu plus clair, toujours à travers nos prises. Moi, j'ai bien aimé le fait que tu dises au début que voilà, tout est... Voilà, il y a plusieurs lunettes et que chaque personne porte des lunettes différentes et qu'il n'y a pas de vérité suprême. Hein. Newton et puis Einstein a complètement dépassé Newton et sans doute que si on creuse un peu plus loin, on découvrira d'autres nouvelles choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus... Oui, Newton, ça continue de marcher très bien. Ça continue de marcher très bien. C'est plus là maintenant, parmi toutes ces informations qui donnent mal de tête et à la fois qui font du bien, si tu as un conseil vraiment à donner à toutes ces personnes qui découvrent cette vidéo, qui vont bientôt peut-être, j'espère, choper ton livre, qu'on mettra en description. Alors déjà, c'est très difficile de résumer tout ça, parce que comme je t'ai dit, ça fait 300 pages, donc c'est un parcours, et le livre, je l'ai fait exprès plutôt léger, découpé, et en caractère 11 quand même. Didactique. Hein. Comment? Caractère 11, petit caractère. Hein. Ouais, petit caractère, mais t'as vu comme c'est découpé. C'est voilà. Super agréable à lire. C'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que ton livre a vraiment une âme. Tu le lis, on sent vraiment que tu es là, et c'est comme si tu me parlais, quoi. Et j'adore ce format-là. Merci. C'est un peu à la fin que je réponds à ta question, donc c'est compliqué d'aller là-dessus, mais on peut proposer aux gens d'aller sur le livre et tu ne me dis rien, pas de problème. Hein. Non, mais je te donne un peu une clé d'ouverture, c'est-à-dire s'occuper de soi, être attentif, agir. Je vois de bonnes choses. Hein. Non, mais je pars du principe que déjà, encore une fois, peut-être que je me gourre complètement. Mais en tout cas, ça a marché pour moi et je parle de mon expérience personnelle là-dedans, parce que c'est mon processus. Hein. De toute façon, ça ne va pas avoir un impact sur le monde et sur la société. Faut pas, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais je suis parti de cette idée, pour l'avoir vécu, que c'est quand même mieux de le traverser ça et d'y aller vraiment. C'est-à-dire d'être lucide sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, plutôt que de mettre tout sous le tapis. Parce que, en fait, ça va nous péter la gueule. Parce que ça arrive, et on le voit autour de nous. Tout le monde commence à le voir, donc petit à petit, tu mets sous le tapis, c'est bon, ça change pas. Et puis tu as la guerre en Ukraine, c'est bon, ça change pas. Et puis là, tu as la canicule, et puis non, c'est bon, ça va. Et puis demain, tu auras l'essence à 3 balles, un truc comme ça. Et tu as tout un tas de choses. Et c'est déjà dans le dur, en vrai, pour tout un tas de gens. Voilà, qui sont déjà là-dedans. Encore une fois, quand on est privilégié, quand on est classe moyenne française, etc., il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et donc, moi, j'estime que c'est intéressant de faire ce processus confortablement. C'est-à-dire que tant que ça va, tu vas là-dedans, tu es lucide, tu fais ce truc-là et tu le traverses. Et une fois que tu es lucide, tu es plus à même, finalement, il y a des périodes difficiles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à intégrer, mais après, tu peux avancer, tu peux progresser, et tu peux intégrer ça dans tes choix de jeu, dans tes stratégies. Tu peux intégrer ça dans la manière dont tu vas parler aux autres, en disant, OK, on est tous embarqués dans le même truc, je prétends pas avoir totalement raison, donc je vais t'écouter, parce qu'in fine, ce qui compte aussi dans la période qui arrive, c'est d'être capable de s'entendre, d'être capable de ne pas se taper dessus,
et donc de continuer de faire société. Quel que soit le résultat. Et finalement, et peut-être que tu peux aboutir, et certainement qu'il y a des sociétés qui vont très bien vivre ça, parce que elles sauront créer les systèmes, les manières de s'ordonner, les histoires qui font que ça pète pas. Tu penses qu'on est une avis? Non, mais tu as des endroits où... Voilà. Et ça dépend d'où tu pars aussi. On n'est pas tous... Toutes les nations ne sont pas égales par rapport à ça. Et c'est un autre sujet. Tu vois. Mais, donc tu as ça. Sortir du déni pour rentrer dedans. Moi, c'est plutôt ce que je conseille de faire. Et après, se détendre, parce que finalement, tu peux te dire, c'est qu'un jeu. C'est-à-dire que ok, je suis là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien, si tu veux. Et j'ai plein d'autres manières de... Oui, c'est intéressant, j'en parle dans le truc, mais je fais référence à ça. Mais finalement, c'est une invitation aussi à re-questionner les essentiels. C'est un peu bateau de dire ça, tu vois, mais à re-questionner sa manière de jouer et de se dire que finalement, peut-être que cette manière-là qu'on m'a proposée jusqu'à présent, elle va nulle part et qu'en plus, elle n'est pas forcément satisfaisante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et après, moi, à la fin, je propose des réponses pour moi. Donc, ça passe par le stoïcisme, qui est une manière de comprendre. Ça, c'est avoir le. Donne-moi la force d'accepter ce que je ne maîtrise pas, le courage de changer ce que je peux changer, et puis la sagesse de faire le tri entre les deux. C'est une citation de Marc Aurèle, c'est le stoïcisme. Ça vient, ok, je ne suis pas le monde. Ça fait du bien, le stoïcisme, c'est de l'humilité un peu, en quelque sorte. C'est de l'humilité, c'est de la lucidité, c'est-à-dire que c'est pour ça que je finis tous mes épisodes par changer le monde, quelle drôle d'idée. C'est qu'au bout d'un moment, on se détend. Le monde, il n'est pas là, si tu veux. On y va, on essaie de faire des trucs, parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. Parce que ce soit cool, il faut que ce soit chouette, finalement, faut que ce soit un jeu, comme tu dis. Ouais, et puis finalement, on n'est pas à l'abri d'avoir des émergences dans un système. C'est-à-dire que tu vas pousser dans un coin, il y a des choses qui se passent, il y a des sociétés qui bougent parce qu'il y a des gens qui ont poussé. Ça se passera peut-être pas au niveau mondial, mais il y a plein de choses qui jouent au niveau d'un territoire. Tu vois. Et peut-être même que si plusieurs territoires... Il y a toujours, tu sais pas. Mais par contre, c'est pas d'y aller en se disant il faut absolument que j'y aille parce que sinon le climat, tu vois. Attends, le climat, quoi. Le climat est un symptôme. C'est un symptôme déjà. Et puis surtout, qu'est-ce que tu veux vivre? C'est pour ça que je ramène ça au niveau du jeu et de l'individu en disant ok, calme-toi, ça va, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, surtout dans nos contrées, ça va ou ça va aller ou ça va être dur, mais ok, on se ressente sur des choses peut-être plus essentielles et donc comment on réfléchit à ça. Et donc je partage juste mes réflexions à moi sur ce que ça veut dire pour moi. Encore une fois, je déteste les « il faut », j'essaie d'évacuer tout le temps ça. Et donc le message est plutôt... je me donne le droit de... Je me donne le droit de et ma croyance, si tu veux, mon petit truc, c'est de dire ok, est-ce qu'on peut juste arrêter de se gueuler dessus, s'écouter et essayer de se comprendre et voir d'où l'autre parle, ce qu'il pense, pourquoi il pense qu'il pense. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent se passer. Julien, merci d'être venu ici sur Les Mythes. C'était très très cool. Merci à toi. Allez choper ça et puis n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo et allez écouter Sismic. De très très bons épisodes là-dedans. C'est vrai que nous 2-3 contacts, hein. Ça me fait plaisir. Quand tu veux.